Bonjour, vous êtes sur Tandem TV et c'est la deuxième émission bimensuelle de Aolam Amedoubar, le monde en question. La deuxième après Alexandre Delval et tout à l'heure nous aurons donc Franck Tétart, un invité prestigieux, je ne vous en dis pas plus, je vous le présenterai tout à l'heure. Mais avant, il m'apparaît intéressant de vous donner quelques éclairages pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette guerre que mène la Russie à l'Ukraine. Et d'abord, vous parlez de sa géographie. La Russie, c'est le plus vaste État de la planète, avec 80% en Asie du Nord, et vous avez 20% ancrés en Europe. 20% ancrés en Europe, 80% Asie du Nord. Si je remonte le cours de l'histoire, et là on va commencer les paradoxes. Le premier point, c'est que vous avez Kiev, qui est la capitale, la Russe de Kiev, la capitale de la Russie. La Russie dite impériale n'existe pas. La Russie dite impériale va exister à partir du XVe et XVIe siècle. Jusque-là, c'est Kiev qui est la capitale. Les historiens, même, parlent de Kiev comme la mère de toutes les villes de l'Empire russe. C'est vous dire donc l'importance de Kiev. Et c'est peut-être là qu'on a du mal à comprendre, finalement, comment expliquer que Kiev soit bombardée par, finalement, ses propres enfants. Kiev incarne la Russe de Kiev, mais elle englobe aussi toutes les parties aujourd'hui en question, à savoir la Biélorussie, la Moldavie, la Lituanie. Elle englobait aussi la Pologne, quand ce n'est pas la Pologne qui englobait donc la région, quand ce n'était pas d'autres parties du monde qui dominaient cette région. Grosso modo, la Russe de Kiev est l'Ukraine d'aujourd'hui, mais c'est aussi le territoire le plus vaste de cette partie européenne. Elle a des atouts importants. C'est important de le souligner, car sur le plan géographique, elle est une porte. Elle est une porte entre l'Europe orientale, bon, un terme d'aujourd'hui bien sûr, mais entre l'Europe orientale et l'Occident. Mais elle s'ouvre aussi au sud avec deux façades maritimes, la mer d'Azov et la mer Noire. La mer d'Azov, donc, c'est presque un lac, hein, mais en tous les cas, la mer d'Azov, elle donne l'ouverture vers le continent plus à l'est, à savoir justement la Russie. Et la mer Noire, vous le savez, c'est la Turquie, l'Empire ottoman d'hier, qui d'ailleurs a occupé l'Ukraine, qui d'ailleurs a occupé donc une grande partie de cette région plus à l'ouest, mais aussi donc plus au nord. Elle s'ouvre donc sur deux façades maritimes, et on voit bien d'ailleurs que c'est un des enjeux de cette guerre que mène la Russie à l'Ukraine, puisqu'on y retrouve dans la mer d'Azov la ville de Mariupol, devenue ville martyre, et on y retrouve également Odessa. Odessa, le port d'Odessa, qui se trouve dans la mer Noire, et qui elle aussi, se retrouve donc bombardée par les forces navales de la Russie. Et là, c'est peut-être un crève-cœur pour certains d'entre nos téléspectateurs, pour ceux qui connaissent l'histoire, puisqu'Odessa a été l'un des centres et religieux, l'un des centres culturels, peut-être le plus fréquenté par les Juifs. Si je devais citer qu'une seule personne, je citerais Zev Jabotinsky, qui d'Odessa donc a vu son adolescence se dérouler, mais a vu surtout sa culture personnelle et notamment cette envie de militer pour le projet sioniste naître dans ce port d'Odessa. C'était un port cosmopolite où finalement tout le monde s'y retrouvait. Il se trouve en mer Noire, il se trouve aujourd'hui attaqué. Et finalement,
l'Ukraine peut être convoitée à plusieurs niveaux. D'abord commercial, mais aussi parce qu'elle est sur une route d'invasion. Et elle a été souvent envahie. On remonte son existence au 9e et 10e siècle, avec des personnages hauts en couleur, tels que Yaroslav Vladimir II, qui est le père d'Alexandre Nevski. Et Alexandre Nevski, ça devrait vous faire écho. Alexandre Nevski est un grand prince de Novgorod, nommé par les Tatars, qui à l'époque, des Turcs mongols, qui à l'époque donc dominaient cette région du monde, et notamment l'Ukraine, avait nommé donc Alexandre Nevski. Alexandre Nevski est un militaire qui va s'illustrer sur 2 grandes batailles, celle contre les Suédois, la bataille de la Neva, et une autre bataille qu'il va gagner contre les chevaliers teutoniques, qu'on appelait les chevaliers de Porte-Glaive, qui voulaient finalement latiniser les chrétiens de cette région qui étaient davantage orthodoxes ou alors de rite byzantin. Eh bien, Alexandre Nevski va gagner ces 2 batailles, mais il va aussi donner son nom plus tard au glorieux empire russe, à une cathédrale qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. Cette cathédrale, c'est la cathédrale de la Sainte Trinité. Et voilà qu'à l'occasion de l'emprisonnement, de l'arrestation et de l'emprisonnement d'une jeune fille israélienne, une jeune citoyenne israélienne, Naama Issachar, eh bien, un deal va être conclu entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, et on va retrouver Naama Issachar libéré, et donc finalement cette cathédrale de la Sainte Trinité, qui pour les Russes s'appelle Alexandre Nevski, devoir être transférée comme propriété de la Russie de Vladimir Poutine. Oui, mais voilà. C'est là que l'histoire, finalement, se télescope entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine empêche cette décision, empêche cette restitution, et aujourd'hui, les choses sont gelées, ce qui a mis effectivement très très en colère donc Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères russe, qui n'aura pas de mots assez durs pour menacer donc Israël d'un changement de donne géostratégique lors de votes, s'ils retrouvent donc les instances internationales, puisque pour l'instant ils sont un petit peu mis à l'écart, je parle des Russes, eh bien s'ils retrouvent ces instances internationales, et nul doute qu'ils les retrouveront de toute façon un jour, eh bien le vote risque d'être négatif en ce qui concerne Israël, parce que justement, à ce moment-là de l'histoire que nous vivons, eh bien, il y a un jeu d'équilibre qui semble avoir été rompu pour les Russes. Nous n'avons pas restitué la cathédrale Alexandre Nevski donc aux Russes, et finalement nous accusons, via notre ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, nous accusons donc la Russie de génocide. On a choisi le camp occidental. Pour revenir donc à l'histoire, pour éclairer un petit peu notre propos et celui qui va suivre tout à l'heure avec notre invité Franck Tétart, il nous faut parler de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de cette diplomatie israélienne qui marche sur des œufs. Alors pourquoi marche-t-elle sur des œufs ? Eh bien parce que nous avons un conflit avec nos voisins du Nord, à savoir le Liban et la Syrie. Et derrière le Liban et la Syrie, il y a bien sûr le parrain de cette mafia, à savoir l'Iran. Et l'Iran qui fournit, qui entraîne, qui fabrique des armes et qui oblige donc l'État d'Israël à anticiper par des interventions aériennes
au Liban et en Syrie. Les interventions sont par centaines depuis plusieurs années, on les compte donc très très nombreuses, et elles sont parfois décisives, déterminantes, mais elle se fait aussi avec la tolérance de la Russie, qui se trouve donc à la frontière en Syrie, mais à la frontière avec le Liban, donc sur la base navale de Tartous, et le dispositif aérien russe, eh bien, finalement, est muet parce qu'il est prévenu auparavant par les Israéliens, par l'état-major israélien, qu'il va y avoir une intervention. Eh bien, le dispositif antiaérien russe reste muet pendant que les Syriens et les autres essayent de réagir, mais c'est trop tard, ils n'ont pas non plus la même technologie. Donc finalement, est-ce que tout cela pourrait changer? C'est à cela qu'essaye de travailler la diplomatie israélienne, à préserver en tous les cas ce statu quo. Et puis il y a une autre raison, c'est bien sûr la présence en Russie et en Ukraine d'une communauté juive. On parle d'1,1 million juifs en Russie, mais on parle de 200 000 juifs encore en Ukraine. Alors même si l'Agence juive et d'autres organisations ont décidé d'œuvrer pour les faire venir, il n'empêche que ce sont plutôt des femmes et des enfants qui viennent, et des hommes eh bien, qui ne sont pas moins ukrainiens que les autres, même s'ils sont juifs, décident de rester pour défendre donc la nation ukrainienne. Et donc aujourd'hui, le point délicat de la diplomatie israélienne, c'est de les préserver au maximum en tentant de jouer un rôle dans cette histoire compliquée. Et finalement, depuis Benjamin Netanyahou, il est vrai que les généraux israéliens sont pour le plus souvent russophones quand il s'agit des interventions au Liban et en Syrie, pour finalement préserver donc cette tolérance russe donc à la défense anticipée d'Israël contre ses ennemis, Hezbollah, syriens et bien sûr donc iraniens derrière. Et puis enfin, il y a aussi une communauté juive importante ici en Israël, et russe et ukrainienne, qui d'ailleurs les deux ensemble représentent 20% de la population totale d'Israël, qui est de 9 400 000, qui se partagent dans une proportion de 60-40 au bénéfice des Russes, mais quand même une communauté importante qui a des liens avec la Russie et l'Ukraine. Donc tout cela oblige un petit peu Israël donc, à devoir ménager, en tous les cas tenter de ménager la chèvre et le chou. Et finalement, pour terminer sur cette histoire, les dernières informations des réactions gazaouis où un missile Strela de fabrication russe de haute technologie qui ressemble au Stinger donc américain qui se porte sur l'épaule, qui est très mobile, etc., et de fabrication russe. Il est tout nouveau sur le terrain et c'est un missile solaire qui, même si on a des moyens de le contrer, eh bien, n'empêche, indique peut-être un changement de paradigme de la part de l'état-major russe concernant cette fameuse tolérance. Donc ceci doit nous obliger à anticiper peut-être cette nouvelle donne géostratégique. Donc vous voyez que tout n'est pas si simple, et c'est pour cela d'ailleurs que nous devrons effectivement tout à l'heure poser des questions à un spécialiste de toutes ces questions. Et puis enfin, il y a la dernière question, c'est les relations commerciales. Les relations commerciales entre Israël et la Russie, c'est 3 milliards de dollars. Mais entre Israël et l'Ukraine, c'est 10 fois plus. Et en plus, avec l'Ukraine, depuis le 1er janvier 2021, nous avons un accord de libre-échange. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, c'est les matières premières, c'est les ressources minières dont nous avons besoin, mais c'est surtout, et c'est très 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 crucial de le dire ici, du blé.
du maïs, c'est les céréales. Des céréales que l'Ukraine donc possède en grand nombre. On dit que c'est le grenier de l'Europe. Eh bien, nous en profitons très largement. Une remise en cause du volume d'échange dans le monde de ce blé ukrainien pourrait poser un problème à terme aux Israéliens et aux autres. Pour vous donner un chiffre, 800 millions de dollars rien que cette année ont été celui d'échanges entre Israël et l'Ukraine. Voilà donc quelques éléments qui vous indiquent un petit peu ce qu'est la situation en Ukraine, et plus élargie au spectre donc finalement mondial, et notamment celui qui nous intéresse, la région du Proche-Orient et Israël en particulier. La dernière question en conclusion, avant de passer la parole à notre invité, eh bien c'est d'abord quelle stratégie adopter pour contenir un tel personnage que Vladimir Poutine. Difficile, il nous dit une chose, il en fait une autre, et puis il se met en colère. Et puis, la deuxième question, pourra-t-on constituer une Europe occidentale de la défense suffisamment solide pour, non pas finir dans une guerre, mais peut-être dissuader la partie russe de vouloir poursuivre la guerre, de poursuivre finalement sur d'autres territoires ce qu'elle a commencé en Ukraine. Voilà les questions de conclusion. Je vous remercie. À tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui un invité prestigieux par sa générosité d'écriture, mais aussi par son engagement à ouvrir, à éclairer un petit peu notre monde, celui de la géopolitique, des relations internationales. Et vous pouvez le retrouver dans le dessous des cartes. Vous savez, cette émission fameuse qui passait, je crois, sur Arte. Et puis, vous pouvez effectivement le retrouver si vous êtes étudiant à l'Université Paris 1. Il est aussi dans cet outil de référence DiploWeb, où il contribue de façon magistrale. Et il est diplômé de relations internationales et docteur en géopolitique. Franck Tétart, bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas attendre, tout de suite dans le vif du sujet. Et toute simple et toute générique, la première question, où en est-on de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine? Alors c'est une question effectivement qui reste sans réponse complète, puisque nous sommes en plein milieu d'un conflit qui devait à l'origine être bref, puisque Vladimir Poutine imaginait une guerre éclair sur l'Ukraine, et on est déjà à plus de 2 mois de conflit. Donc on voit bien que les objectifs qu'il souhaitait voir se réalisés n'ont pas abouti. Il espérait donc prendre le contrôle d'un maximum de territoire, mais surtout d'abord marcher sur Kiev pour faire tomber le gouvernement de Zelensky. Et là, véritablement, c'est un échec. Donc on a l'impression qu'on est passé dans une seconde phase qui est celle de tenter d'accroître le contrôle des régions du littoral de l'Ukraine qui donne sur la mer d'Azov et la mer Noire, afin de créer une continuité territoriale entre les territoires du Donbass et de Lugansk qui sont entre les mains de pro-russes jusqu'à la Crimée, et peut-être ainsi pouvoir espérer accroître un contrôle de la Russie sur ces régions. Nous avions quand même des éléments d'appréciation pour juger d'une possible intervention. On a vu des manœuvres donc s'opérer avec la Biélorussie, par les Russes de Poutine avant l'intervention en soi.
On sait aussi que la Russie reste dans une obsession d'encerclement et donc finalement de vouloir toujours garder la main sur ses anciens territoires. Finalement, est-ce que les guerres de Crimée, le Caucase et autres, finalement, ne nous a pas donné des éléments qui auraient pu et nous alerter et finalement peut-être prévenir ce qui est aujourd'hui une guerre violente et dont on ne sait pas où elle va nous mener? Alors oui, c'est sûr qu'on a eu, entre guillemets, 2008, la Géorgie, 2014, la péninsule de Crimée. Je crois que pour Poutine, c'était une façon de tester un petit peu la réaction des Occidentaux, des Américains, des Européens. Et puis, je crois que les Américains ont aussi failli hein, en Syrie, puisque la ligne rouge d'Obama finalement a été franchie par Bachar el-Assad, qui ont montré donc que l'Occident, les Américains étaient dans une position finalement de faiblesse. En tout cas, c'est comme ça que Vladimir Poutine l'a perçu, et donc peut-être a attendu un moment opportun pour décider de cette intervention en Ukraine. Il faut aussi noter que le départ de Madame Merkel, hein, je crois que c'est aussi important. Les relations entre la Russie et l'Allemagne sont intenses au niveau commercial, économique, notamment avec la fourniture du gaz à travers le gazoduc Baltique. Et je crois que de choisir cette intervention 2 mois après ou 3 mois après le départ de Madame Merkel montre aussi qu'il considérait, ou en tout cas il était prêt à tester le nouveau chancelier et que peut-être Vladimir Poutine n'aurait pas osé cette intervention en Ukraine, cette attaque de l'Ukraine, si Madame Merkel s'était maintenue au pouvoir. Donc il y avait un moment peut-être opportun, en tout cas vu de Moscou, pour faire ce choix de la guerre contre l'Ukraine. Il y a peut-être alors j'oserais dire peut-être une anesthésie qui a saisi le monde avec cette pandémie, où tout a semblé un petit peu suspendu. Et peut-être a-t-on cru que, et c'était dit dans les débuts de cette pandémie, que après cette pandémie, plus rien ne ressemblerait à ce qui précédait. Et que peut-être même le concept de mondialisation serait revu, voire corrigé. Et finalement, on a vu que rien ne se passait de cette façon. On a vu que finalement la Russie étendait finalement son spectre d'intervention, puisqu'elle se retrouve très largement impliquée en Méditerranée. On sait que la base de Tartous est largement aujourd'hui exploitée avec 4 sous-marins nucléaires, dit-on, qui se promènent donc dans Méditerranée et qui sont prêts à intervenir en passant par le Bosphore, à intervenir donc en mer Noire. On sait aussi qu'il y avait le Moskva qui finalement s'est retrouvé à remonter proche des côtes d'Ukraine, et on sait le sort qui lui a été réservé. Mais on voit bien que également avec les milices Wagner dont on parle aujourd'hui au Mali, que la Russie n'était pas anesthésiée, elle, et que ses pions continuaient finalement à être placés autour et aux alentours de son territoire d'antan. Oui, alors effectivement, on sait aussi que en termes stratégiques, hein, personne n'aime le vide, hein, et donc la Russie, semble-t-il, cherche à remplir les vides et profite de ces vides. Donc on l'a bien vu sur le théâtre syrien avec la faiblesse américaine finalement qui est intervenue en Syrie. C'est la Russie qui a déjà son agenda, et notamment avec un maintien militaire, et donc c'est les 2 bases qu'elle a aujourd'hui en Syrie sur la Méditerranée. On le voit également en Afrique, où il ne faut pas oublier, la Russie a un des réseaux diplomatiques les plus importants au monde, hein. Je crois qu'elle est 3e ou 4e, je crois, après la France, les États-Unis et la Chine. Donc elle a effectivement des intérêts. Il faut savoir que sur l'Afrique, notamment, elle a signé
d'importants contrats de fourniture d'armes. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'elle fournit pas seulement les armes, mais aussi les mercenaires pour aller combattre avec ces milices Wagner. Donc, la politique étrangère de la Russie, c'est pas seulement vis-à-vis des grands Chine, États-Unis, Union européenne, mais c'est également, un positionnement un petit peu partout dans le monde. Et on a peut-être cru que on allait passer à autre chose, comme vous l'avez rappelé avec le confinement. Donc, les choses effectivement changent. Mais la Russie, elle garde des capacités et une volonté de puissance à l'échelle internationale. On parle très souvent de cet axe entre la Russie et la Chine, d'un axe consolidé, renforcé. Alors c'est vrai que les chiffres d'échange, d'achat, en tous les cas de matières énergétiques, de ressources énergétiques, de pétrole et de gaz, pour dire les choses, sont largement essentiels pour la Chine, mais très importantes, et qu'elle l'engage pour plusieurs années. Mais pourtant, on sent bien que ce soit avec l'Inde ou que ce soit avec la Chine, que ce soit même avec l'Iran, c'est en même temps un partenariat, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de compétition quand on voit qu'il n'y a pas réellement plus qu'un partenariat, il n'y a pas un soutien massif, notamment un soutien militaire. Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que la Russie, en fait, n'a pas d'amis, n'a pas de véritable allié sur la scène internationale. Alors, elle s'est rapprochée de la Chine parce que c'est quelque part un moyen de mieux contrer l'influence américaine, non seulement en Europe, mais aussi sur le théâtre asiatique. Et ça, c'est aussi dans l'intérêt de la Chine, effectivement, de se rapprocher dans ce cadre-là. Mais on voit bien que dans la relation avec la Chine, il y a une relation complètement déséquilibrée, puisque c'est un nain économique, la Russie, à côté de la Chine. C'est un nain démographique à côté de la Chine. Et effectivement, la puissance territoriale est importante, puisque c'est le plus grand État du monde, mais pour les autres facteurs, la puissance de la Russie est beaucoup moins importante que celle de la Chine. Donc on a une espèce de pragmatisme de la part de Vladimir Poutine d'être effectivement présent sur la scène internationale, de se rapprocher de la Chine quand c'est dans son intérêt, mais on voit bien que la Chine, et même aujourd'hui, face à cette intervention, est dans une position qui n'est pas celle du soutien. On ne veut pas déplaire à son partenaire, mais on ne prend pas véritablement position dans cette guerre en Ukraine. Et je crois que au fond, c'est un peu la même chose avec l'Inde, même si avec l'Inde, on a quand même une ancienne politique, si j'ai envie de dire, par rapport aux liens historiques de l'époque soviétique avec l'Inde qui s'est toujours affirmée comme non alignée, mais qui a eu des relations au niveau économique et militaire importantes avec l'Union soviétique. Et c'est vrai que la Chine ne peut pas se permettre non plus de se mettre à dos de façon trop radicale les États-Unis, Tout à fait. puisque effectivement les rapports commerciaux sont tellement imbriqués que ça poserait réellement un problème de part et d'autre que d'avoir à remettre tout cela en question. Une question, on parlait tout à l'heure de jeu d'équilibre finalement de certains pays comme l'Inde, la Chine, l'Iran même. Mais finalement, est-ce que la Russie n'est pas en train de jouer avec le feu en ayant eu cette initiative guerrière et aussi violente, comme à son habitude, des villes en Syrie ont été rasées par les bombardements russes, je pense à Homs, je pense à Idlib, je pense à Alep ou Palmyre. Donc on sait la Russie finalement très violente quand elle intervient militairement, mais là elle est au cœur de l'Europe
et elle semble susciter des vocations de renforcement militaire de pays qui finalement étaient plutôt dans une neutralité. Je pense à la Finlande et à la Suède, bien entendu. Donc est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer avec le feu ou s'est-elle laissée dépasser par son enthousiasme? C'est Milan Kundera qui disait le totalitarisme naît de l'enthousiasme de l'être. Est-ce que là, on n'est pas finalement dans ce schéma-là, dans ce paradigme? Ben, c'est clair, et on le voit même avec l'Ukraine, c'est-à-dire que au fond, le nationalisme ukrainien aujourd'hui est en train de se forger contre la Russie, et c'est particulièrement net, alors que la Russie présente l'Ukraine comme un pays frère, présente les Ukrainiens comme des frères qu'il faudrait réinsérer dans le giron russe, et finalement, on voit très bien que eh bien, les Ukrainiens sont en train véritablement de se détacher de la Russie en raison de cette guerre, et la résistance ukrainienne, elle se fait d'abord contre la Russie et contre les Russes. Donc là, on a véritablement un échec au fond de l'ambition de Poutine à travers cette réaction, et on pourrait effectivement le voir avec d'autres exemples, y compris à travers ceux qui en Europe avaient plutôt une attitude, ou en tout cas une vision entre guillemets pro-russe, ou voyaient un rapprochement avec la Russie comme nécessaire. Certes, il l'est, mais aujourd'hui, est-il encore possible? Pas en tout cas à court terme, et peut-être même moyen terme, ça va être compliqué. Vous connaissez très bien le concept, l'organisation de l'OTAN et celui de l'Union européenne. Finalement, est-ce que il n'y a pas, je parlais de paradigme tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas finalement une nécessité de changer de paradigme? Il semblerait que l'Union européenne soit encore dans cette idée que la paix vient par l'économie, que finalement, en s'enrichissant les uns les autres, finalement, on pense moins à la guerre. Ça, ce n'est pas le cas. Et vous avez une contribution, puisque c'est de contribution dont vous parlez à DiploWeb, une contribution qui est remarquable, c'est celle de Kaliningrad. Voilà une enclave, Kaliningrad, qui se retrouve presque au contact charnel avec la Pologne et la Lituanie. Elle donne sur la Baltique, et son statut est normalement seulement défensif. Et est-ce que finalement, encore une fois, cet enthousiasme de l'être, est-ce qu'il ne pourrait pas se retrouver à devenir plutôt de défensif, à passer à quelque chose de plus offensif? Alors, si on revient effectivement sur Kaliningrad, c'est une question. On est dans une posture défensive parce que ça rentre dans une stratégie de repousser, ou en tout cas vis-à-vis de l'OTAN, de la Russie vis-à-vis de l'OTAN. Maintenant, en fonction de l'évolution actuelle de la guerre en Ukraine, des tensions qui pourraient émerger ailleurs, et vous l'avez rappelé tout à l'heure en évoquant, y compris d'ailleurs, le fait que des États neutres comme la Suède et la Finlande puissent regagner l'OTAN, on pourrait voir finalement une sorte de crispation qui pourrait aussi passer par Kaliningrad. Il est certain que Kaliningrad aujourd'hui sert aussi à tout ce qui est guerre hybride, et on pense que sont hébergés dans ce territoire un certain nombre de personnes qui vont agir sur les réseaux et Internet, notamment pour mener des vagues de cyberattaques. On pense que sur ce territoire se trouvent effectivement des hackers payés par la Russie pour faire ce genre d'action. Donc c'est peut-être déjà un territoire qui, à travers cela, mène des offensives, même s'il ne s'agit pas encore d'offensives véritablement militaires. Ben justement, on parle de Kaliningrad, finalement de ce stockage massif d'éléments de guerre, d'éléments, que ce soit cyberattaque ou que ce soit de l'armement classique. Mais on parle aussi, bien évidemment, de cette arrivée massive d'armes fournies par les États-Unis, l'Angleterre et maintenant la France, qui vont se concentrer donc dans cette région du monde. Est-ce que tout ça, c'est pas mettre une allumette au-dessus d'un baril de poudre?
je ne pense pas, dans la mesure où on est quand même dans une alliance militaire qu'est l'OTAN, et que il s'agit ici bien d'épauler l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Mais il y a toujours, et vous le soulignez, un risque de voir les choses se détériorer, de voir aussi Vladimir Poutine acculé face à une multitude d'échecs militaires, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, cette résistance ukrainienne, personne ne l'attendait, et certainement pas les généraux russes. Donc les destructions massives qui sont menées sur un certain nombre de villes ukrainiennes montrent au fond que on est quand même sur l'échec des objectifs militaires qui visait à la rapidité d'une prise de Kiev et puis éventuellement de territoire. Et aujourd'hui, malgré les nombreuses demandes de Zelensky de ces derniers jours de négocier avec la Russie, on n'a pas encore entendu de réponse russe pour avancer vers des négociations. Je crois que Zelensky était prêt ou semblait prêt à des pourparlers directs avec Vladimir Poutine. Il n'a pas donné de réponse. Donc là, la situation, effectivement, est de plus en plus compliquée en raison de la durée de la guerre, en raison de l'échec sur le terrain ou semi-échec sur le terrain de Vladimir Poutine, et on ne sait pas trop où on va. Donc il y a peut-être plus de risques au niveau militaire, y compris peut-être qui pourrait impliquer du coup peut-être des forces de l'OTAN de manière plus massive qu'aujourd'hui, uniquement à travers l'aide apportée à l'Ukraine. Il y a une question qui me taraude. Ayant eu l'expérience de cette guerre en ex-Yougoslavie, où on a pu voir des Croates combattre des Bosniaques de façon d'une rare violence, alors que la veille, ils étaient imbriqués dans des familles, imbriqués dans l'activité professionnelle. On a vu une Serbie finalement jouer un rôle d'épurateur ethnique. Est-ce que vous n'avez pas peur que derrière tout cela, il y ait en même temps le souci, et c'est souvent ce qu'a fait d'ailleurs au Tadjikistan comme ailleurs, Vladimir Poutine, c'est finalement de l'épuration ethnique, de russifier les territoires conquis. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement on fasse face ici en Ukraine à une épuration ethnique ? Il est clair que ce que l'on voit aujourd'hui dans la partie est de l'Ukraine, c'est véritablement une politique de la terre brûlée. C'est effectivement de pousser la résistance ukrainienne à bout et faire quitter donc aux Ukrainiens les territoires qu'ils contrôlent. Toutefois, ces territoires aujourd'hui qui sont dans les eaux de la Russie sont d'abord des territoires russophones, et je crois que l'ambition quand même des Russes était plutôt de venir en aide, en tout cas c'était ce qui avait été dit, à ces populations russophones que Moscou et Vladimir Poutine considèrent comme appartenant à la grande nation russe. Mais il est vrai qu'on est un petit peu dans une ambiance, et c'est ça qui est aussi très choquant pour notre continent européen, dans une ambiance de Seconde Guerre mondiale où on a bien vu que les objectifs c'était une guerre d'extermination, et on va jusqu'au bout, et j'ai l'impression que la Russie est de nouveau dans cette histoire soviétique et a le sentiment de mener une guerre. Rappelez-vous les propos de Vladimir Poutine, nous allons dénazifier l'Ukraine, ça a été le propos, et donc comme si on était encore durant la Seconde Guerre mondiale, et avec au fond derrière une stratégie finalement d'anéantissement comme celle de cette guerre de 39-45 où l'Europe et ailleurs dans le monde on a été dans cette volonté d'anéantir l'ennemi jusqu'au dernier. Nous avons, et vous êtes expert de la question en relations internationales, des voix qui s'élèvent, qui disent mais ça ne sert à rien de parler à Vladimir Poutine, ça ne sert à rien de parler à ces gens, puisque finalement ils disent une chose, ils en font une autre, finalement ils sont aussi
tellement allé à l'extrême de la barbarie qu'il serait difficile quand même de revenir à une situation hantée. Et pourtant, c'est bien ce qu'on a fait en Syrie avec Bachar el-Assad, où peu ou prou on revient à une situation hantée le concernant, donc il est toujours en place. Est-ce que on n'ait pas peur ici que... enfin, peur, c'est une façon de parler, bien sûr, je m'adresse à un spécialiste des relations internationales, mais est-ce que vous n'avez pas peur ici que nous soyons dans une forme de tribalisation de la diplomatie et qu'il soit difficile finalement de revenir à quelque chose de maîtrisable parce que quand même, si c'est vrai que Kiev est le berceau de la Russie, qui d'ailleurs historiquement est né bien après la Russe de Kiev, puisqu'elle est née au XVe et XVIe siècle, alors que l'autre est née, l'Ukraine est née justement au IXe et Xe siècle, finalement, il semblerait que ça soit difficile de revenir à un dialogue, à un échange entre par exemple, entre Zelensky et Vladimir Poutine. Je crois que la voie du dialogue reste fondamentale, y compris d'ailleurs tous les efforts de la diplomatie européenne, la diplomatie française, et on a vu à plusieurs reprises le président Macron rentrer en contact avec Vladimir Poutine, reste indispensable, puisque si on coupe complètement les canaux de communication et les canaux diplomatiques, eh bien, je pense que on risque peut-être de se retrouver dans cette situation syrienne, c'est-à-dire que la France a fait tout de suite de Bachar el-Assad l'ennemi à abattre et à couper tout contact. Et aujourd'hui, comme vous le rappelez, la situation est celle qui existait avant le conflit, et résultat, de reprendre des contacts, même alors après, au-delà de la question de savoir s'il faut reprendre des contacts et avoir de nouvelles relations avec Bachar el-Assad, ce qui est un autre problème, mais du coup, la reprise de contact est particulièrement complexe. Je crois que la Russie est un grand pays, c'est un État européen, on ne peut pas savoir ce qu'il adviendra du régime de Vladimir Poutine et que il faut, à mon avis, garder un maximum de contacts, même si avec ce régime, il paraît de plus en plus difficile de mener des politiques communes. Mais si on souhaite sortir de cette guerre, je crois qu'il faut continuer la diplomatie. Cela reste un des outils primordiaux des relations internationales et dans ce cadre, je crois que cela est incontournable. Nous en arrivons aux dernières questions. Vous avez assisté, comme tous, on parlait de jeu d'équilibre tout à l'heure, à ce jeu d'équilibre incarné par Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, qui parle à Vladimir Poutine avec ce qui reste de la proximité qu'il y avait entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Et bien, finalement, il choisit ce camp-là pour le parler, continuer à parler, à avoir un dialogue avec la Russie. Mais on voit aussi un Premier ministre, un vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, parler de son côté avec le camp occidental, avoir des mots très très durs vis-à-vis de la Russie, puisque le mot de génocide a été prononcé. Finalement, c'est fort peu diplomatique, mais en l'occurrence, ça a déclenché la colère de Vladimir Poutine, et on a entendu un ministre des Affaires étrangères russe finalement venir rappeler que du berger à la bergère, vous êtes en train de vouloir vous servir de la situation en Ukraine pour faire oublier ce conflit non résolu palestino-israélien, alors que dans la sémantique antérieure, c'était israélo-palestinienne. On voit quand même qu'il y a dans ce jeu d'équilibre quelque chose qui parfois ne fonctionne pas et qui est délicat à gérer compte tenu finalement de l'évolution de cette guerre, qu'elle soit stratégiquement programmée et qu'on ne voit pas, ou alors qu'elle soit à la dérive, ce que certains nous disent. Je crois que on aborde ici quelque chose d'assez important et qu'on voit très bien se concrétiser dans cette guerre, c'est qu'on a une véritable guerre de la communication.
et que les propos tenus et par Zelensky et par Vladimir Poutine sont effectivement l'objet d'une véritable guerre des slogans, une véritable guerre des contenus. Utiliser le terme de génocide n'est pas neutre, hein, et évidemment, ce n'est pas, j'avoue, que je rappellerai la définition ici, mais effectivement, de savoir ce qui se passe sur le terrain, si c'est un crime de guerre, si c'est un génocide, n'a pas du tout la même ampleur et ne relève pas de la même de la même juridiction et au fond de ce que l'on peut faire pour condamner ce type d'agissement. Toutefois, on voit que le jeu des acteurs et le jeu d'équilibre, également sur la scène moyen-orientale et au fond à la jonction avec l'Europe et la Russie. Et je pense notamment qu'il s'agisse d'Israël, dans sa volonté de jouer les médiateurs dans ce conflit, qu'il s'agisse de la Turquie. On a bien vu aussi que la Turquie se plaçait comme un médiateur entre Ukraine et Russie parce que elle a des relations avec les deux et qu'elle fournit, semble-t-il, des armements, notamment des drones assez performants qui ont pas mal aidé donc à la défense du territoire ukrainien. On voit bien que donc on a une multitude d'acteurs qui essayent de maintenir un dialogue diplomatique. Alors évidemment, en raison de ces jeux de communication et de cette guerre de la communication, eh bien, ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des ratés. Et ce que vous venez d'évoquer, à mon avis, ce sont des ratés de la communication, sans même évoquer à travers la coalition israélienne, hein, peut-être les tensions internes à cette coalition et donc des propos qui sont divergents entre un Premier ministre et son vice-premier ministre. Hein. Donc tout ça montre en tout cas que la communication est aujourd'hui une part très importante de cette guerre. On voit aussi que Zelensky est plutôt un très bon communicant. Alors ses talents d'acteur semblent lui servir aussi en tant que président de la République ukrainienne et que effectivement il joue aussi sur l'empathie des Européens, des Américains et des différents acteurs régionaux dans ce jeu complexe qu'est cette guerre qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous avons également des conséquences qui pourraient être concrètes, et c'est peut-être là que se situe en tous les cas, la nouvelle donne géostratégique. Il y a quelques jours, des missiles sol-air Strela, ce qui ressemble d'ailleurs aux Stinger américains, hein, qu'on porte sur l'épaule et qui effectivement peuvent abattre un avion, ont été découverts dans des caches à Gaza, mais ont été tirés sur un avion israélien après des tirs de roquettes en réplique, donc à ces tirs de roquettes. Alors, ça n'inquiète pas l'aviation israélienne, ce genre de missiles solaires, mais ce qui inquiète, en revanche, peut-être l'état-major israélien, c'est qu'il y a peut-être ici, là, un changement de stratégie de la part de l'état-major russe, à savoir que, bien, on est prêt à donner du matériel de haute technologie, malgré tout, donc à des mouvements tels que celui du Hamas ou du djihad islamique, à Gaza, dans une bouilloire prête à déborder, et ce qui pourrait donc, si je remonte d'un niveau, remettre en question ce qui semblait être un espèce de consensus, à savoir que les interventions aériennes israéliennes contre les milices du Hezbollah et les gardiens de la révolution iranienne et la fabrication d'armes donc en Syrie et au Liban, finalement les Russes laissaient faire. Est-ce qu'il pourrait y avoir maintenant un changement de donne géostratégique? Voilà, on voit ici que des conséquences concrètes pourraient être effectivement liées à cette situation de guerre en Ukraine. Oui, vous avez raison. La fragilité de cet accord tacite
entre les Israéliens et les Russes à travers la présence russe et iranienne en Syrie voisine, à travers notamment le Hezbollah, et vous avez rappelé l'ensemble des jeux d'acteurs, effectivement, ça reste un accord qui pourrait être remis en cause par la Russie si effectivement il y avait une crispation très forte dans la guerre et face à peut-être l'incapacité à Vladimir Poutine d'agir s'il considère que eh bien, les Israéliens, en tout cas la diplomatie israélienne, au lieu d'être positive vis-à-vis de la Russie, lui était négative. C'est sans doute un risque, vous avez raison de le souligner, qui pourrait advenir. Bon, il semblerait que jusqu'à aujourd'hui, cet accord tacite a fonctionné, donc espérons qu'il continue de l'être, mais il y a peut-être un risque en fonction de la dégradation de la situation sur le terrain ukrainien, et peut-être si la Russie prend conscience que cette guerre n'est pas facile à gagner et que finalement la Russie se retrouve critiquée de toutes parts. On ne peut pas savoir vers quel type de tension tout cela pourrait mener, mais il y a on évoquait tout à l'heure l'Europe, il y a peut-être aussi au Moyen-Orient des conséquences à voir à cette situation. Une dernière question, Franck Tétart. Nous faisons face, bien entendu, comme toujours, après ce type de guerre, et une guerre importante, guerre violente, et qui se poursuit, et voire même s'amplifie, à un problème de réfugiés humanitaires. Et aujourd'hui, donc les réfugiés ukrainiens sont légion et sont accueillis, d'ailleurs avec un bel accueil dans les pays occidentaux en général, essentiellement. Pensez-vous qu'ils auront l'occasion... Enfin, peut-on formuler l'espoir que cette fois-ci, les Ukrainiens auront la possibilité de retourner dans leur pays si négociations pouvaient aboutir? Est-ce que cette fois-ci, parce qu'on sait que on va faire face à une économie dégradée compte tenu des problèmes que pose le céréal, les ressources énergétiques minières, mais aussi le pétrole et le gaz russe qui va poser un problème sur le marché aujourd'hui avec les différents acteurs. Est-ce que vous pensez que ces Ukrainiens aujourd'hui dispersés ont perdu leur maison, ont perdu peut-être leur pays, vont le retrouver? C'est très difficile de répondre à cette question. Je vais répondre un petit peu globalement. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que presque 90% des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants. Donc on voit bien que ceux qui ont pris la fuite, c'est d'abord pour se protéger, pour trouver refuge, et là on est vraiment dans le sens même de réfugiés, en raison de la situation d'instabilité et de guerre que connaît une grande majorité de l'Ukraine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi presque 7 millions de déplacés. C'est-à-dire qu'on a des personnes, notamment qui vivent dans l'est de l'Ukraine, qui se sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et qui sont aujourd'hui réfugiés plutôt à l'ouest, entre Kiev et Lviv, qui est donc la grande métropole de l'ouest de l'Ukraine. Donc, ce que l'on voit bien, c'est que ce sont des gens qui sont d'abord sortis du pays pour se protéger, et je crois que la seule envie qu'elles ont, c'est de pouvoir rentrer au plus tôt. Évidemment, ça sera sans doute pas simple en fonction de l'état de destruction de l'Ukraine, des villes, en fonction de la situation et aussi de la longueur de la guerre, mais l'ensemble de ces populations, je crois, n'a pas vocation et n'a pas surtout envie de rester en Europe occidentale ou en Pologne, puisque c'est en Pologne aujourd'hui que l'on trouve la majorité de ces populations. Et d'ailleurs, c'est un signe, si les gens partent le moins loin possible, c'est pour pouvoir rentrer le plus tôt au pays. Franck Tétart, je vous remercie de cet éclairage et géopolitique et en même temps de relations internationales. C'est important
quand on parle de diplomatie, de savoir de quoi il est question. C'est vrai que on est passé des empires, les alliances aujourd'hui à des connivences ou à des partenariats. C'est important finalement de retrouver un petit peu des éléments qui fixent un petit peu nos conducteurs pour comprendre l'actualité, pour finalement aussi parfois garder son sang-froid et garder l'espoir. Donc je vous remercie vraiment humblement pour Tandem TV d'avoir été notre invité ce jour. Et je rappelle que vous êtes l'habitué du dessous des cartes sur Arte, que vous êtes également donc diplômé en relations internationales, spécialiste du Golfe Persique. C'est important parce que justement on voit bien aujourd'hui l'inaction, en tous les cas camouflée, mais qui risque d'être davantage active concernant le gaz et le pétrole dans les semaines à venir, si tant est qu'il y ait davantage de dégradation au niveau européen. Eh bien, finalement, votre éclairage nous permet de calmer un petit peu le jeu, si je puis dire. Je vous remercie, Franck Tétart. Merci pour l'invitation et puis au plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée.